Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui d'accueillir notre belle Lucie, qui est aimée nécessairement parce qu'on a juste à regarder la belle assistance que nous avons. Je veux prendre quelques minutes pour camper la rencontre d'aujourd'hui. Lucie Mandeville est venue à Québec et elle nous a rencontrés aux Plaines d'Abraham et au Parc Chevaux, ici plus près à Loretteville. Suite à ça, c'est les marches pour briser l'isolement qui ont été établies. On a la chance, je ne l'avais pas le 14 juin, mais là, elle est là, fait que je ne manquerai pas ma chance. On a la personne qui a démarré les marches pour briser l'isolement suite à la venue de Lucie, et c'est Hélène Bussière, que je sais qu'on a... Alors, Hélène, c'est une infirmière à la retraite. Et si Hélène n'avait pas initié les marches, après, peut-être qu'on ne serait pas ici aujourd'hui. Donc, au nom de tout le monde, reconnaissance. Moi, je veux ajouter que c'est grâce à toi que ça continue. En 2020, c'était ça, en 2021, Lucie est revenue, elle a fait une présentation à la base de plein air de Sainte-Foy, et c'est suite à ça que là, j'ai pris le leadership du groupe qui s'appelle les Amis de Lucie Mandeville. Alors, je pensais que ça allait durer une édition, mais on en est à la 3e édition, la 3e année. Alors, on fait des déjeuners, surtout notre marche de commerce, c'est ça, à tous les 4 à 6 semaines. Donc, il y a des gens ici, des gens qui viennent pour la première fois vous embarquer dans un train en marche, finalement. Et on ne vous débarque pas du train, en ce sens qu'à chaque fois que vous êtes inscrit pour le déjeuner, j'ai noté votre adresse courriel. Et à partir d'aujourd'hui, vous allez recevoir des publicités pour nos prochaines rencontres. Alors, c'est sûr que Lucie, elle attire beaucoup de monde. On voit aujourd'hui, il y a 76 personnes, mais j'ai eu à traiter peut-être 120 inscriptions en tout, là. Ça a été... et à chaque fois, il y a eu un miracle. Et à chaque fois, je me dis, les gens, ça nous attend, ça ne marchera pas, ça ne fera pas, ça ne fera pas. Et hier, à la dernière minute, je pense qu'il était 8h30, monsieur, j'ai dit, j'ai votre place. Alors, jusqu'à la dernière minute, il y a des places qui se libèrent. Alors, mais dans nos déjeuners, on a toujours une bonne fréquence. La dernière fois qu'on est venu, peut-être en septembre ou octobre, ici, on était dans la salle de photo, on était 50 membres. C'est très populaire. Donc les gens, au bout de 3 ans, on est encore ensemble parce que je pense que les gens ont besoin de se revoir, ont besoin de se rassembler. Et c'est toujours plaisant de recevoir des nouvelles personnes. Je suis toujours surpris. C'est comme si quand on pense qu'on n'aura plus, il y en a encore. Là, tu te dis, d'où ils sortent, eux autres? Vous étiez où il y a 3 ans? Puis là, c'est plaisant de vous accueillir et de voir que les gens reviennent. Donc, si je prends, ce qui est fun, Lucie, là, c'est que, tu vois, au mois de juin, quand tu es venu, t'attires du monde, hein? Fait qu'au mois de juin, il y a des gens, le 14 juin, qui étaient ici pour la première fois et qui maintenant reviennent. Si je prends Pierre Comaville, tu étais là le 14 juin, puis depuis ce temps-là, il y a des marches, il y a des cafés, il y a Carole Turcotte aussi. Salut. Carole avec Sylvie. Sylvie. Puis Sylvie Jourdain. Tu étais assis à côté d'eux autres. C'était la première fois. Ensuite, il y a un monsieur au bout, là, monsieur avec Jean-Diane. C'est ça, Diane, la madame? C'est pas la première fois, au mois de juin? En tout cas, peut-être que je me trompe, mais ça fait pas plus qu'un... Oui, dites-moi donc. 3 fois, mais la première fois, c'était-tu quand vous êtes venu le 14 juin, quand Lucie est venue? Bon, c'est ça, ça je sais. Donc, il est à souhaiter que les gens qui sont ici pour la première fois aujourd'hui, qu'on ait le privilège de vous revoir. En tout cas, vous êtes les bienvenus.
Alors, mais tous les gens qui sont nouveaux aujourd'hui, vous n'êtes pas venus pour m'entendre. C'est Lucie que vous l'entendez. Alors, je vous laisse avec Lucie et son message. Bienvenue, Lucie, quand même. Ben, je suis curieuse. Il y en a qui sont venus me dire, oui, c'est la première fois que je viens. Voulez-vous lever la main, ceux qui viennent ici pour la première fois? Et regardez-vous, c'est impressionnant. Regardez-vous, tous ceux qui ont la main levée, c'est la première fois que vous venez rencontrer des gens au Québec. C'est incroyable. On connaît d'autres personnes. Mais c'est ça, à chaque fois, je suis moi-même impressionnée d'abord de vous voir. Vraiment, et de voir un grand nombre comme ça. Et j'espère que ça a un effet sur vous, de vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul, vous êtes pas fous. En fait, c'est le mot d'ordre qu'on pourrait garder. Et puis, c'est à long terme, nous ne sommes pas seuls, certainement pas. Il y a des groupes qui sont grandissants. Mais hier, j'étais au Saint-Jean. Puis, à chaque fois, il y a des gens qui viennent me dire, par exemple, je suis de Québec. Et je suis toute seule à penser ce que je pense. Puis là, je leur dis, mais vous savez pas, donc, Denise organise des groupes qui se voient régulièrement. Et c'est la même chose, Victoriaville, l'autre jour. Je suis toute seule de Victoriaville. Alors, on sort, c'est une page Facebook des 80, j'en ai 80, je ne sais pas trop. Ils sont 1400 membres, je ne sais pas, Victoriaville. On n'est pas seul. Et je ne sais pas comment on fait ça, mais l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'au fur et à mesure, il y a plein de groupes ici, hein, il n'y a pas que le groupe de Denise, il y en a d'autres aussi, Solaris, on m'a dit tout à l'heure. Alors, il y a des gens comme vous. L'idée des médias et des politiciens, c'est de nous faire croire qu'on est plus nombreux. Est-ce qu'on peut le partager? C'est gelé avant. C'est pas grave. Ça m'arrive de faire la présentation sans PowerPoint. Alors, mais le titre, c'est Être vivant. Je pense que vous savez, ceux qui regardent mes vidéos, vous savez que je ne suis pas une vedette, hein? Vous savez que c'est pas moi, ça. Puis j'ai donné. C'est notre vedette. Non, c'est vraiment, vous savez un peu mon histoire. Quand j'ai commencé à parler publiquement, j'ai été à la télé, associée à un nom qui s'appelle complotiste. Et puis, à ce moment-là, c'était un mal pour un bien parce que j'ai perdu ma réputation. Tu sais, dans mon esprit, on mettait en question ma réputation. Mais en même temps, j'ai eu l'impression de me libérer de quelque chose et de devenir une humaine, une simple humaine qui parle à des humains. Et on est beaucoup mieux sans réputation. Moi, en tout cas, je peux vous dire ça. Alors, ça fait vraiment plaisir d'être Lucie devant vous, avec vous. Ça va venir, ça va venir. Et qui circule. Alors, voilà. Ma conférence est toujours nouvelle, c'est-à-dire que l'année passée, en juin, j'ai parlé d'autres choses, parce que l'idée, c'est toujours bien humblement de vous partager ma réflexion. Et donc, depuis 4 ans, je réfléchis. Comme vous. Je me tiens au courant, je réfléchis. Et puis, la grande question qui m'a intéressée aujourd'hui, donc on ne l'a pas. C'est ton mot de passe. Ah, mon mot de passe? Voilà. Ce qui m'a intéressée 4-5 ans après, c'est que je réalisais que l'intelligence, c'était pas ce que je pensais. C'est-à-dire que j'entendais les gens me rapporter ce qu'ils entendaient dans les médias, mais aussi dans les livres de sciences. Quand je côtoyais mes collègues et je me disais, attendez, c'est pas de savoir rapporter ce qu'on entend ou ce qu'on lit, c'est pas ça l'intelligence. Hein, pour moi, ça, c'est la mémoire. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que l'intelligence? C'est de ça que j'ai envie de vous parler. Et l'intelligence de la vie. La vie, c'est quoi? C'est être connecté à ce qui est vivant. Vous êtes vivant. Il y a des arbres, il y a des animaux, la vie nous entoure. Être connecté directement à ça, pour moi, c'est être vivant. L'intelligence de la vie. Et malheureusement, j'ai eu l'impression, je ne sais pas vous, mais j'ai réalisé que je n'étais pas vivant. C'est-à-dire que je n'étais pas en connexion avec la vie. La plupart de mes préoccupations portaient sur quelque chose que j'appelle le monde artificiel ou le grand show, le jeu de société, mais pas la vie.
à la limite, tu sais, je me suis pas rendu compte que ça m'intéressait pas la vie. Alors, la distinction que je fais, je l'illustre à partir d'une métaphore que j'aime m'amuser, vous le savez peut-être, c'est la métaphore de la tomate. Alors, imaginez que je suis dans un champ de tomates et j'ai faim. Et pour moi, être en connexion directe avec la vie, c'est je tends ma main, je prends une tomate, je la mange et j'ai plus faim. Ça, c'est la vie. C'est simple, il me semble. Alors que le jeu de société, celui dans lequel on est plongé depuis tout le temps, c'est de dire, je suis dans un champ de tomates, j'ai faim, mais je ne peux pas prendre la tomate puis assouvir ma faim. Je dois remplir, je vais aller me chercher une caisse, je vais remplir ça de tomates, je vais apporter ma caisse dans un entrepôt. À la fin de la semaine, mon patron va me donner un chèque. Avec le chèque, je vais pouvoir aller à l'épicerie et là, je vais pouvoir acheter de tomates. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est compliqué. Mais c'est là-dedans, c'est là qu'on vit. C'est dans ce jeu de société, c'est le grand show. Et vous savez, je ne répéterai pas des choses que j'ai déjà dites, mais pour moi, il y a des mensonges, des arnaques, un conditionnement aussi, puis on est conditionnés. Nous sommes tous conditionnés. Alors, j'essaie de faire un bout de chemin avec vous pour me déconditionner, puis en espérant que je vous éclaire ou je vous inspire. Puis mutuellement, on se le fait parce que j'entends plein d'histoires. Quand je traverse le Québec ou même la France, l'Europe, j'entends des histoires. J'écoute très souvent les gens me raconter des choses. Autant extraordinaires que souffrantes, malheureuses. Alors hier, par exemple, à Saint-Jean, j'ai entendu des choses extraordinaires. On ne se doute pas comment Sainte-Jeanne d'Arc, là, c'est loin. Mais il se passe des choses extraordinaires, très discrètes. On n'entend pas parler dans les médias. Hein. Ils ne veulent pas que vous sachiez qu'il y a des gens qui se débrouillent très bien là-bas. Ils sont solidaires, ils sont autonomes, ils visent l'autosuffisance. Pareil comme ici. Alors, c'est ces histoires-là qui m'alimentent, qui m'inspirent. Alors, la vie, c'est ça. Je vais vous parler de c'est quoi être vivant et entre autres l'intelligence de la vie. Le jeu de société, sachez que lorsque vous allez sur YouTube et que vous rentrez jeu de société, il y a un court-métrage super intéressant qui s'intitule comme ça et qui présente l'idée qu'on est enfermé dans un jeu de société, un peu comme Monopoly. Puis on a l'impression, moi c'est mon impression, je ne sais pas si vous c'est comme ça, maintenant j'ai l'impression que c'est surréaliste, j'entends des gens, puis je les vois là, comme s'ils étaient en train de jouer à Monopoly, mais ils croient que c'est vrai. C'est weird, c'est étrange le sentiment qu'on a lorsqu'on sort de la pièce de théâtre, ils prennent ça très très au sérieux, leur statut, leur compte en banque. Jeu de société. Donc, alors, j'ai des livres que vous pouvez télécharger. Il y a le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, qui inspire ma présentation. C'est le dernier livre que j'ai écrit. C'est L'homme qui dialoguait avec la nature. Je vous en parle un peu. Ça, c'est mon site. Voilà mon site. Vous le reconnaissez peut-être. Si vous ne le connaissez pas, allez-y parce que tout est là-dessus. Dans mon désir de sortir des réseaux sociaux, j'ai développé ce site et si vous allez dans la section livre, vous allez y retrouver. Voilà l'homme, ok. Je peux commencer là. On va commencer à l'homme. L'histoire de ce livre, c'est un conte. C'est un conte initiatique. L'homme s'appelle Nathan. Ça pourrait être Nathan, c'est une femme aussi. C'est pas important le genre de la personne. Il est un érudit, quelqu'un qui pense beaucoup, qui a vécu dans une bibliothèque, et il a une expérience de mort imminente. Et vous savez peut-être que quand on vit ça, il arrive que lorsqu'on revient d'une mort clinique, on a des capacités qu'on n'avait pas avant. Quelqu'un peut devenir virtuose de piano alors qu'il ne savait pas jouer le piano avant. C'est assez extraordinaire. Et Nathan, il revient, en fait, il ne revient pas, il est dans cette expérience-là. Et il a la capacité d'entendre la nature lui parler. Donc, il entend un arbre, une montagne et tout ça. Et la montagne, ou la rivière, en tout cas, tous ces éléments de la terre, de la nature plutôt, lui passe un message qui est résumé par ceci: lâche tes livres de science. Si tu veux connaître l'immatérialité, c'est-à-dire le monde invisible, l'immatérialité, ça existe. C'est ce qui se passe entre nous en ce moment. Il n'y a pas de l'ordre matériel, il y a une relation entre nous, il y a quelque chose ici qui est immatériel mais qui existe vraiment.
Mais Nathan, ça ne l'intéresse pas. Il a perdu quelque chose, en fait, quelqu'un, il veut la retrouver. Alors, tout le premier chapitre, c'est son incompréhension. Un peu comme si on partait du monde matérialiste et qu'on voulait s'apprivoiser, s'initier plutôt au monde immatériel, mais il y a une résistance intérieure. Alors, c'est ce qu'il vit. Et à la fin du premier chapitre, un guitariste lui remet une bille et une énigme, en lui disant, quand tu vas voir dans cet objet autre chose qu'une bille, tu vas comprendre. Et pour répondre à l'énigme, il fait ce que chacun d'entre nous on fait quand on a un problème. Une énigme, c'est un problème. On retourne vers ce qu'on connaît. Alors, il revient à la ville et rencontre 3 personnes. D'abord, une minéralogiste, parce que c'est quelqu'un qui connaît les roches, et elle travaille à l'université. Et pour vous montrer comment c'est écrit, lorsqu'elle pense, il y a une émanation qui sort de son cerveau, qui se dépose sur les choses et qui l'empêche de voir la vraie nature des choses. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors, toutes ces connaissances qu'on apprend à l'université nous empêchent en même temps de connaître la vraie nature des choses. Et elle ne réussit pas à trouver la réponse à l'énigme. Il va voir un homme d'affaires. Son appartement, l'homme d'affaires, est tellement rempli d'objets qu'il faut faire attention quand on circule à travers les corridors, ça risque de tomber. Et il a aussi un grand coffre-fort qui est rempli de billets de banque. Et il donne les billets de banque, il roupille, pendant que lui est l'esclave de ces billets de banque et doit en faire toujours plus. Il ne répond pas à la question que lui pose Nathan au sujet de la bille. Et il va voir un dernier personnage qui est un prêtre, qui est sénile. Il entend des voix au plafonnier. Et il dit par contre, moi le monde invisible, j'y crois parce que j'ai la foi. Et il dit, ce n'est pas dans mon église que tu vas trouver celle que tu cherches. Enfin, quelqu'un parle de qui il cherchait. Il dit, le prêtre, retourne à la montagne, elle t'attend. Et là, c'est la 3e partie, de laquelle je vais m'inspirer pour répondre à la question qui m'a intéressée des derniers temps, c'est, mettons qu'on en sait beaucoup maintenant sur le monde immatériel. Hein? On n'en sait pas qu'à peu près. Peut-être trop, parce que ça nous préoccupe aussi. Alors, mais mettons qu'on en sait beaucoup, puis qu'on a tout fait pour essayer d'expliquer ça à nos proches, nos amis. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question qui m'a intéressée. C'est de façon pratico-pratique, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais répondre à cette question-là durant ma présentation. Mais avant de lâcher là, je reviens sur les 3 personnages dont je vous parlais, parce qu'il me semble important qu'avant de répondre à la question, on constitue le contexte, on va dire. Et mon contexte, il n'est pas exhaustif, comme on dit, il ne couvre pas tout, mais il présente au moins 3 institutions qui nous ont conditionnés. D'abord, l'école. Vous le savez peut-être comme moi, que l'école a fait du bien autant que du mal. Et je ne sais pas si on mesure assez le mal qu'il a pu faire, autant à nous, adultes, mais aussi à nos enfants. Puis je sais qu'il y a des éducateurs, ils ont meilleur culpa, j'ai aussi été un professeur, mais il faut réaliser, à mon avis, comment, à partir du moment où on a dit à nos enfants, ou qu'on nous a dit à nous, tu vas t'asseoir pendant des années et tu vas écouter quelqu'un qui, lui, possède la connaissance. Qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On a fait 2 choses, c'est on nous a fait croire que la connaissance, elle n'est pas à l'intérieur de nous. Et le réflexe qu'on a développé, parce que s'asseoir pendant des années, c'est une forme de conditionnement. Le réflexe, c'est toujours d'aller à l'extérieur pour répondre à nos questions. On cherche à comprendre notre corps, on cherche à comprendre la justice, on cherche à comprendre la politique, peu importe, les rapports humains. On va lire, on va écouter des gens, d'ailleurs. Comprenez? Et c'est très difficile. Quand je parle du conditionnement, vous savez bien honnêtement que je fais ces présentations-là pour nous, pour moi, pour vous, parce que c'est très difficile de sortir de ce conditionnement-là. On a le réflexe maintenant. Surtout de ne pas croire qu'on a la connaissance. C'est très difficile, je vais revenir sur ça, parce que pour moi, c'est fondamental de revenir vers ça.
Alors donc, on a fait deux choses. Faire croire que la connaissance est à l'extérieur. Et la deuxième chose, c'est qu'on a coupé l'enfant de ses sens. Parce que comprenez que vous demandez ça, d'être assis, surtout à 4 ans, 5 ans, 6 ans, là, c'est pas naturel. On peut pas. Moi-même, je me souviens d'avoir dit à mon gars, il faut que tu passes par là si tu veux fonctionner en société. Un jour, tu vas devoir obéir à tes patrons. Apprends à te soumettre. C'est pas comme ça que j'ai dit, là, mais c'est ça qu'on dit. Pour fonctionner en société, il faut faire ça, il faut passer par là. Mais comprenez qu'on nous a coupé de nos sens. Je vais aller un petit peu plus loin parce que si j'avais la chance, si j'avais 2 heures, là, je pourrais faire long là-dessus, mais en psychologie, on parle de dissociation. Puis on pense que ça s'applique seulement aux doubles et triples personnalités. Nous sommes tous dissociés. Nous sommes tous dissociés. Réalisez qu'il y a un être instinctif en nous, qui existe encore. Nous sommes tous un être instinctif avec une petite voix qui a parlé durant cette pandémie. Puis, à côté de ça, on a une autre personnalité qui est un être social. Nous, on se dit c'est normal, mais c'est une dissociation. C'est pathologique. Puis, c'est pas pour... Je ne veux pas faire peur à personne. On est comme ça, là. Mais voyez comment ça va prendre du travail pour revenir vers l'être instinctif et lui dire « Tu as le droit d'exister. Tu as aussi la connaissance. » Alors ça, c'est pour l'école. Donc, ça tient à cœur de nous dire ça et de féliciter tous les parents qui ont sorti les enfants de l'école. J'ai rencontré une maman poisson. Il faut parler des réussites. Une maman à Montréal, ses enfants n'ont jamais été à l'école. Ils n'ont jamais eu de diplôme. Et ils ont 30 ans, 20 ans. Ils travaillent en ce moment. C'est pas impossible. Je l'ai dit parce que je l'ai appris dernièrement. En France, l'école obligatoire, c'est seulement depuis 150 ans. Donc, on nous a mis dans la tête que sans école, ce serait le chaos. Et quand je vous dis qu'on est conditionné, il y a un autre terme en psychologie qui se dit symptôme. Symptôme, c'est lorsqu'une personne arrive devant moi en thérapie, elle a un problème, mais ne se rend pas compte qu'elle a un problème. On dit que c'est symptôme parce que c'est tellement intégré en nous qu'on ne fait plus la différence entre nous et bon, ce comportement, on va dire. Alors, le conditionnement, il est symptôme. Et lorsque je vais vous dire quelque chose comme l'école, on pourrait s'en passer, si à l'intérieur de vous, il y a un comportement du genre arrête-moi ça, c'est pas possible, ça serait vraiment grave. Où irions-nous dans ce monde sans école? Si vous avez ce genre de réaction-là à l'intérieur, ça part d'un conditionnement qu'on a reçu. Parce que logiquement, on peut s'en passer. Je veux dire, je ne crois pas que il y a 150 ans en France, ça allait si mal que ça. C'était peut-être aussi pire que maintenant, dans le fond. Donc, je pourrais m'étendre sur l'école, mais on arrête là, c'est assez, j'en ai assez dit. Je vais vous parler maintenant du deuxième personnage qui est l'homme d'affaires. L'homme d'affaires, pour vous parler d'un mot qui fait peur, qui est l'esclavage moderne. Nous sommes des esclaves. Donc, pour moi, l'esclavage moderne, c'est on a un jour eu le droit de travailler en échange d'argent, d'un salaire, qui nous donnait le privilège de consommer. Parce que c'est ça la réalité, c'est notre plaisir de consommer a remplacé le bonheur de vivre qui coûte rien, ou si peu. Puis c'est ça le conditionnement, puis on est tous, moi je parle pas sans expérience, là. Moi, je ne sais pas vous, là, mais moi, quand je fais un peu d'âme, je me dis, on va aller au cinéma, je vais aller m'acheter quelque chose. C'est vrai, on a ce réflexe-là, encore une fois, de dire qu'il y a une compensation à ce monde, à cet esclavage-là. Est-ce que ça va? Oui. De dire ça? Je suis pas méchante. Puis c'est le contexte, mais là, je vais arriver avec les bonnes nouvelles. Là. Je sais pas si un esclave, OK? Alors lui, il dit, on vient d'abolir l'esclavage. Lui, il dit, ah, cool, je vais pouvoir être, je suis vos voisins, je vais pouvoir prendre ça cool. Fait que le maître, il dit, non, tu ne peux pas rester ici maintenant. Il y a un loyer à payer. Fait que lui, il est tout désolé. Ah, c'est dommage.
Fait que lui, il dit, oh, ben, en passant, j'ai une job qui vient de se libérer, là. Est-ce que vous êtes capable de, je sais pas, là, travailler dans les champs, etc.? Il dit, oui, je suis capable de faire ça, oui, oui, oui. Fait que, parfait. Mais il dit, maintenant, ça va donc prendre de l'argent pour payer votre loyer. Il dit, j'en ai pas, j'en ai jamais eu. Alors, il dit, ben, je vais vous payer un salaire de si peu. Et vous allez pouvoir sortir de l'esclavage. C'est l'esclavage moderne expliqué aux enfants, dans le fond. Comprendre? L'idée, c'est vraiment de dire, à partir du moment où on est sorti de l'esclavage, on nous a payé en nous disant, voici l'argent, c'est la liberté. Vous êtes libre maintenant. Mais on est libre de consommer les produits qui nous tentent dans le jeu de société. En voilà pour l'argent. Puis la troisième institution, c'est l'Église. Et comme la psychologie, comme la médecine, l'Église a fait autant de bien que de mal. Elle a fait du bien parce que parfois on aime se retrouver dans une église, se recueillir, et il y a des belles valeurs associées à la religion. Par contre, on sait aussi, si vous avez mon âge, qu'à partir des croyances religieuses, moi j'ai porté un vêtement qui s'appelle culpabilité. Je me suis tout le temps, qu'il fasse chaud ou froid, j'ai toujours ma petite veste de culpabilité. C'est un peu triste, avec des mots qui nous ont fait peur, péché, enfer. Et si vous n'avez pas mon âge, vous êtes plus jeune, vous avez peut-être entendu parler des croisades, et quand même toute cette guerre, entretenue par des papes, des hommes religieux qui voulaient s'approprier de territoire, imposer leurs valeurs. Alors, je crois qu'on est dans une période de grande remise en question et on peut se demander si l'intelligence, donc, c'est pas d'aller à l'école, puis de rapporter ce qu'on a appris dans nos cours, et si la richesse, c'est pas nécessairement avoir une tonne d'objets. Tous, on a une tondeuse, on a un malaxeur, on a tout ce qu'il faut pour être indépendant. Et si c'était pas ça, la richesse? Et si la foi, c'était pas d'adhérer à une religion? Et si la vie pouvait être plus simple que le jeu de société? Alors pour moi, c'est évident que ça peut être, mais première chose, sortir du conditionnement et réapprendre. Donc, je m'intéresse aujourd'hui à l'intelligence, réapprendre à être intelligent. Alors, qu'est-ce que c'est ma définition de l'intelligence? C'est la petite feuille que vous avez reçue. Elle résume les 9 réponses à cette question. Je vous l'ai laissé comme un mémoire. Si vous voulez partir avec, vous l'aurez. Je ne sais pas si on peut encore reprendre un technicien ici. Est-ce que ça bouge si on avance? Oui, oui. Ok, super. Au moins, ça marche. Comme je vous dis, j'étais vraiment étonnée. Et plus ça allait, plus je m'étonnais parce que je posais des questions autour de moi. Et je réalisais que même les scientifiques, même mes collègues qui avaient fait beaucoup d'écoles, quand je leur demandais, je leur posais des questions, ils me répondaient en me citant un auteur, un ouvrage, des concepts, des théories. Puis je me disais, mon Dieu, c'est comme si c'était basique et ça ressemblait aux mêmes réponses qu'une personne me disait qui avait écouté TVA. C'était le même phénomène que j'observais. Alors ça m'a intéressée de me dire, mais ça doit être autre chose, l'intelligence. Alors 9 réponses à partir de la question que je me suis moi-même posée. Et les 3 premières réponses, intelligence, c'est observer pour moi. Observer, je vais m'arrêter sur chacun d'eux. C'est raisonner et agir. Je m'arrête sur chacun d'eux parce que quand je vous dis on est conditionné, on pense que c'est pas ça parfois. On pense par exemple que agir ne fait pas partie de l'intelligence parce qu'on était si longtemps assis juste à se faire aller les méninges parce qu'on n'a pas besoin de rien faire, on pourrait comprendre les choses. Et je commence avec observer. Vous l'avez tous vécu. On observait des choses autour de nous il y a 4 ans, puis ça ne correspondait pas à ce qui était présenté dans les médias. Mais le conditionnement est tellement fort que plusieurs croyaient plus la télé que ce qu'on pouvait observer. Cette capacité d'observer, mettons qu'on est né avec des sens. Mettons que ça devrait servir. Pourquoi pas? Alors, on a des yeux, des oreilles, on a un corps, et ça peut nous servir à comprendre le monde, la vie. Alors, je l'ai déjà donné, mais je vous donne un exemple de ce conditionnement. J'étais en Suède. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est
c'est un choc pour moi de voir qu'ensuite, on ne portait pas de masque. Parce qu'on avait le droit, parce qu'il n'y a pas de police pour nous donner des amendes. Alors, je me promenais dans les centres d'achat, puis je montrais, regardez, je sais que ça faisait peut-être la peine, parce qu'ici, on vous obligeait à le faire. Il y avait des gens, donc la plupart des gens n'avaient pas de masque, dans les centres d'achat. Et à peu près au même moment, donc, mon collègue, un de mes collègues qui, on dirait, me suivait sur les réseaux sociaux, m'envoie un courriel en me disant, Lucie, ce que tu nous montres est faux, et pour preuve, lis cet article de la presse où on parle de la Suède. Là, j'étais là. Puis là, je me suis rendu compte, vraiment, les gens croient davantage les articles de la presse, ça fait sérieux, que ce qu'on voit là autour de nous. L'observation est hyper importante. Alors, si je peux creuser un petit peu plus par rapport à cette notion-là, je vous dirais que quand vous vous posez une question, je réponds à cette connaissance intérieure. Vous vous posez une question sur votre vie, votre existence. Vous pouvez tout simplement observer, noter les réponses qui vous viennent et suivre ces réponses. Là, encore une fois, je ne sais pas vos réactions intérieures de dire non, ça doit être documenté, je dois avoir consulté un spécialiste, je dois y avoir réfléchi longtemps. Alors, je vous explique pourquoi ça marche tout le temps. Quand j'étais jeune, je faisais ça, j'avais 20 ans à peu près, je me posais une question. J'allais dans la nature et j'ouvrais les yeux et j'observais. Et j'entendais la réponse ou les réponses. Alors imaginez, je me demandais, est-ce que je dois m'affirmer dans telle situation ou est-ce que je dois être patiente et attendre? Et si j'ouvrais les yeux devant la nature et que je voyais les branches bouger, ça me disait, bouge, affirme-toi. Je faisais un lien. Mais si j'ouvrais les yeux et je remarquais un tronc bien solide, possible que le message, la réponse qui me venait, c'est « Non, sois patiente, enracine-toi ». Et je parle de nature, mais j'aurais une question, je vous regarderais et une réponse me viendrait. Et cette réponse, elle est valable pour moi. Je vous explique ce qui se passe sur un plan psychologique. On a en psychologie ce qu'on appelle des tests projectifs. Projectif, c'est-à-dire qu'on montre une image à nos clients, une image qui est floue, et on leur demande de décrire cette image-là. Et la description est toujours une réponse à leur question. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que devant une situation, il y a une tonne d'informations. Il y a des millions d'informations. Je vous regarde, des millions d'informations. Je ne peux pas tout percevoir. Ce que je vais percevoir, c'est ce qu'on appelle une projection de notre monde intérieur. Je ne peux percevoir que ce qui a du sens pour moi, que ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Alors comprenez que ça fonctionne tout le temps dans votre vie. Quand vous observez, c'est votre monde intérieur qui parle. Et d'ailleurs, s'il y a un test, un exercice qu'on peut faire, si vous observez une situation, on vous demande de la décrire en parlant en je. Je regarde, par exemple, l'arbre bouge, je bouge. L'arbre s'enracine, je m'enracine. Ça va, c'est un exercice que vous pouvez faire, qui vous parle de votre vérité intérieure. Raisonner, je dis, c'est un peu comme les dinosaures, c'est une espèce en voie d'extinction. C'est plus que ça, là, c'est déjà extinction. C'est ce que je disais, c'est pas possible qu'être intelligent, c'est seulement rapporter ce qu'on a entendu ou lu. Alors, qu'est-ce que serait raisonner? Pour moi, c'est ma définition, pour y en avoir un autre. Pour moi, c'est partir des faits, donc connecter à l'observation, partir des faits, faire des liens entre ces faits, en posant des questions, si possible en obtenant plus qu'une réponse, et de là, tirer mes propres déductions. Alors, je répète, c'est j'observe des faits, je peux les avoir lus, ces faits-là, je fais des liens. David Icke disait « Connect the dots ». Je fais des liens, je pose des questions, puis j'obtiens des réponses. Alors, il y a tellement d'informations en ce moment, c'est hallucinant et c'est voulu. Je ne sais pas si vous avez réalisé, vous savez, si vous connaissez, vous savez que par rapport à tous ces contenus qui circulent, je les vois comme des nouvelles scènes, des nouveaux chapitres au livre. Mais il n'y a rien d'important, de si important que ça, même si ça crée beaucoup de souffrance. Alors, ce que j'ai raisonné, moi, peut-être que vous aussi vous avez raisonné, j'ai réalisé, mettons qu'on revient au tout début, qu'au même moment
il est arrivé 2 histoires. Une, c'est un virus qui s'est échappé d'un marché. Et l'autre, un petit peu plus tard, il y a un virus, non, qui s'est échappé d'un laboratoire. Vous avez entendu parler de ça, je sais. Et là, je me suis dit, j'ai donc des faits, 2 faits. J'ai posé des questions. Se pourrait-il qu'il y ait un lien entre ces deux options-là? Se pourrait-il que cela représente aussi ce qu'on retrouve en politique quand on nous présente 2 partis politiques et on se dit qu'on est en démocratie, on peut choisir? Et la question que je me suis posée, au-delà de ça, se pourrait-il que l'information de laquelle on est bombardé vise à nous camper dans 2 options? Hein, je suis pour le virus qui s'est échappé d'un laboratoire ou je suis pour l'autre virus. Et que ça, si ce n'est pas un objectif, ça a au moins l'effet de nous diviser et que c'est voulu. Et une autre question, se pourrait-il qu'il y ait une option 3, une option 4, dont on ne parle pas, surtout, ni dans les médias sociaux, qui appartiennent aux mêmes financiers qui possèdent les médias traditionnels? C'est un peu ça, je vous partage un raisonnement, une suite de liens qu'on fait avec des questions et des réponses qu'on peut obtenir. Et les réponses vous appartiennent. Parce que, je vous dis, je pourrais vous jaser pendant des heures, parce que si vous considérez que vous avez une âme, que vous avez un cheminement, et que vous demandez aux autres, respectez mon cheminement, mais les réponses que vous obtenez concernent votre cheminement, pas celui d'un autre. Et l'autre, ben, c'est la même chose, alors vous. Si on nous demande, on a demandé respecter nos choix, je pense que c'est logique de respecter le choix des autres. Et que probablement que l'autre a son propre cheminement, ses défis, ses erreurs, ses échecs, ses apprentissages. Alors, qui sommes-nous pour vouloir convaincre les autres? C'est vrai que ça fait mal, surtout quand c'est nos petits-enfants. Ça fait mal, on a peur pour eux. Mais ils ont leurs propres défis. Je pense qu'il faut prendre du recul et observer ça, si possible, même si ça vient nous chercher, parce qu'ils savent d'ailleurs, hein, en ayant touché à nos familles, savent très bien qu'on ne peut pas être indifférent, qu'on est sensible à ça. Puis en même temps, c'est un défi énorme, un défi de sagesse pour nous de prendre une distance puis de respecter le cheminement de chacun, même de nos petits-enfants. Alors ça, c'est pour raisonner, agir, ben, je reviens avec cette idée-là. Être assis pendant des années à écouter un prof, là, ben, ça nous met dans le cerveau que pour prendre une décision, je le fais assis en réfléchissant, avec mon cerveau. Juste là, ici. Et je suis convaincue que ça peut marcher. Alors, je ne sais pas si vous avez fait ça au départ, ben, il y a un certain temps, psychologue, vous aussi, là. Ce qu'on faisait avec nos clients, c'est vous avez une décision à prendre, on va faire 2 colonnes. Le pour, le contre. Puis on regarde lequel il y en a le plus. C'était très insatisfaisant. Je pense qu'on savait intérieurement que c'était juste cognitif, cette histoire-là, puis que c'était pas, ça ne considérait pas notre être entier. Agir, je vais utiliser une métaphore pour vous montrer que ça fait partie de l'intelligence, ça fait partie de la compréhension. Imaginez qu'on est devant une situation comme on est devant une caverne. Alors, on vous disait, tu restes assis devant la caverne, tu penses à la caverne, puis tu vas la comprendre. Alors, ce que je vous dis, c'est pour comprendre la caverne, il faut faire un pas dans la caverne. Et quand vous êtes dans la caverne, vous voyez des choses que vous ne voyez pas à l'extérieur. Ça vous permet de comprendre et prendre avec soi. Alors, c'est seulement les petits pas qu'on fait dans l'action qui nous permettent de mieux comprendre la situation. C'est beau. Tout à l'heure, si j'ai la chance, je suis un peu préoccupée par le temps aujourd'hui. Je sais qu'on a un deadline, c'est ça, il faut sortir à un moment donné, ça va être ça. On va me dire si on peut étendre ça un petit peu plus longtemps. Je vais passer à l'autre acétate. Acétate, quoi. Ça, c'est les 3 autres réponses à la question comment être intelligent, autrement que ce qu'on apprend à l'école, l'intelligence de la vie qui nous connecte à la vie. Lâcher prise, capter, s'harmoniser. Lâcher prise, c'est un terme qu'on a utilisé, qu'on a galvaudé. Et on dit, tu devrais lâcher prise. Vous devriez lâcher prise, mais on ne vous explique pas comment. Alors, c'est tout un défi de le faire aussi. Mais c'est important pour moi de dire que dans cette intelligence, il y a un état d'être qui nous permet de capter l'information qu'il y a non seulement à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur de soi. Et c'est dans un état de calme intérieur.
Alors, la volonté, je remets en question cette notion parce qu'on dit vouloir, c'est vouloir, pouvoir, vouloir, c'est associé ensemble. Mais il y a tellement d'exemples en thérapie où la volonté est contre-productive. Je sais, encore une fois, on est conditionné à dire non, la volonté c'est important. Vous prenez un peu de recul, puis posez-vous des questions. Dans le passé, est-ce que vraiment votre volonté vous a servi? Est-ce que ça a toujours été une réussite? Pas nécessairement. Est-ce qu'il y a des moments que vous avez expérimenté où vous avez lâché prise? Et là, ça s'est passé. On a des exemples de ça. Je donne un exemple de couple, parce que j'ai travaillé en thérapie de couple. Et de façon assez stéréotypée, on va dire monsieur, madame, monsieur arrive, il veut changer madame. Madame veut changer monsieur. C'est leur objectif de thérapie. Combien de fois il est arrivé qu'au moment où monsieur cessait de vouloir changer madame, que madame changeait? Combien de fois le contraire est arrivé aussi? Au moment où on réussit à lâcher prise, le changement arrive. Et c'est logique. Non, il ne pense pas. Alors, je vous explique comment ça marche. Parce qu'on l'a tous vécu, c'est pas pour notre conjoint, c'est durant la dite pandémie pour nos proches. On a tous vécu vouloir informer, vouloir aider l'autre en lui apportant des arguments, des informations. On voulait. Cette volonté, c'est une tension intérieure. C'est aussi un geste contre l'autre. Vous voulez aider. Souvent, les conjointes ou les conjoints me disaient aussi, c'est pas un reproche que je te fais. Je veux juste t'aider, mais une meilleure personne. Mais comment, vous vous reconnaissez, vous avez vécu ça peut-être? Comment on se sent quand l'autre est devant nous, puis c'est quasiment agressant, il arrive avec des arguments, puis vos arguments, soyez conscients, ils étaient de l'ordre de faire peur à l'autre, puisque vous lui disiez, ce vaccin, il est dangereux, ces politiciens, ils ne sont pas des bonnes personnes, vous les écoutez, vous ne devriez pas. C'est menaçant de faire ça. Et ce qui se passe quand on fait ça, même si on le fait pour aider, c'est que l'autre le reçoit comme une attaque. Et ce qu'il fait, c'est que son énergie est utilisée à se défendre contre votre attaque. Comprenez? C'est logique, c'est ça qui se passe. Il n'y a pas d'ouverture. Pourquoi? Quand il vous dit « je ne veux pas l'entendre parler », c'est simplement parce que c'est intolérable pour l'autre. Alors, on ne sait pas que la meilleure façon de changer l'autre, c'est de cesser de vouloir l'aider. Cesser de vouloir l'aider. Puis, je vais faire un pas de plus. Si vous avez le courage de faire ça, c'est de l'écouter. C'est de considérer son point de vue. Et pourquoi ça marche, ça? Parce que, regardez, pourquoi vous ne le faites pas? On s'entend-tu que vous n'avez pas voulu? Nous n'avons pas voulu, nous aussi, entendre l'argument de l'autre. Soyons, hein, on ne voulait pas trop entendre parler de TVA ou de Arruda ou les autres, là. C'est vrai. Alors, quand on fait ça, alors, on ne voulait pas. Alors, regardez, si moi je l'écoute, mettons que Denise. Oui, je me sens de si Ouais, c'est le volet qui m'attire, je me tu sais. Mettons que toi, tu crois à ça, l'injection, c'est bien correct. C'est bien correct, sauf que mon analyse, c'est qu'il y a beaucoup d'incohérences dans les informations qui circulent dans les médias. Il y a beaucoup d'experts qui se prononcent, puis c'est pas scientifique et tout ça. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont insensées en ce moment. Ça va de pire en pire. Je sais pas, c'est même pas juste une impression, mais c'est vraiment surréaliste ce qui se passe. Si je prends le temps de t'écouter, il y a beaucoup plus de chances que toi aussi tu t'entendes et que tu réalises que ce que tu dis, ça te tient pas. Si je ne te donne pas la chance de le dire, tu ne t'entendras pas. Mais pourquoi on ne veut pas laisser l'autre parler? C'est qu'on a l'impression qu'on l'encourage dans son délire. Vous avez cette impression-là. Vous avez l'impression que c'est comme si vous l'applaudissez si vous l'écoutez. C'est pas ça. Vous lui donnez l'espace, la liberté de s'exprimer et elle va s'entendre. En tout cas, il y a plus de chances qu'elle s'entende. Je vous dis, ça marche plus. Il y a plus, si on avait un pourcentage, on faisait des sondages, il y a plus de réussite quand vous écoutez les autres que lorsque vous argumentez. De toute façon, vous avez fait des tests en masse. Durant 4 ans, vous le savez que ça ne donne pas grand-chose d'argumenter. Puis d'ailleurs, je pense que c'est pas ici que ça passe. Je pense vraiment que c'est plus dans
Puis, oui, dans le cœur, puis dans l'amour, puis dans l'accueil, quand une fois, je pourrais en parler beaucoup en termes de communication. Les gens vont aller vers vous lorsqu'ils vont se sentir non jugés. Et dans ces arguments qu'on apportait, c'est un jugement aussi, même si c'était pour les aider. Alors, le jour où on va avoir la sagesse de revenir dans l'amour, dans l'acceptation, dans l'ouverture, vous allez voir, il va se passer ce que vous voulez qu'il se passe. Et d'ailleurs, je crois que je travaille depuis le début à cette conscience que lorsqu'ils ont identifié deux camps puis qu'ils nous ont campés dans un des camps, ils ont réussi, puis on a été des acteurs de cette division. Puis il y a des gens qui n'ont pas écouté les médias sociaux, puis à la limite, qui sont plus sains que nous. En tout cas, qui sont moins anxieux que nous, on va dire. Alors, capter, lâcher prise, je reviens au livre L'homme qui dialoguait avec la nature. Il y a bien des moments où Nathan se trouve dans une situation très difficile face à l'adversité. Il est devant une falaise, il doit l'escalader, il se choque, il apprend que la colère est contre-productive et il réussit enfin à se calmer et les prises deviennent évidentes. Alors, c'est dans le lâcher-prise qu'on capte l'information, comme je vous dis. On le sait, on en parle souvent, nous sommes reliés à ce qui nous entoure. Il y a quelque chose qui nous dépasse, on en fait partie. Et cette information qui est celle qui est la vie, on peut la capter dans cet état de calme intérieur. Et s'harmoniser, je reviens à ces colonnes-là, je me suis demandé, dans les derniers mois, vraiment, très honnêtement, je me suis demandé comment je prends mes décisions. Et peut-être que c'est la même chose pour vous. J'ai réalisé que ce n'était pas mental. C'est très insatisfaisant de rester dans mon mental. C'est vraiment plus mon être entier qui, lorsque j'avais une décision à prendre, j'agissais, puis j'étais à l'écoute. Et à un moment donné, il y avait un sentiment d'harmonie intérieure. C'est difficile à expliquer, hein? C'est comme des images, c'est comme il y a des morceaux d'un casse-tête, puis c'est placé. C'est ça. Ou encore un bourgeon qui est clos. Wow, c'est le temps. Je suis prête. Je ne peux pas l'exprimer autrement que ça, le sentiment d'harmonie. En passant, je vais dire plein de mots. J'espère qu'il y a un seul de ces mots qui va avoir du sens pour vous. Qui va pouvoir être utilisé pour vous, de vous observer puis reconnaître comment vous réussissez déjà à faire ça. S'harmoniser, puis l'autre image des trois derniers mots, faire confiance, venir respecter. Encore une fois, pour moi, c'est l'intelligence de la vie. Faire confiance, ce mot-là, ou cette expression-là, c'est complètement à l'encontre de ce qu'on nous dit de faire. Nous, on nous a enseigné à travers l'éducation et tous les films qu'on a regardés, et surtout tous les bulletins de nouvelles qu'on nous a présentés, qu'il faut se méfier des autres. Parce que les autres sont dangereux. Ils font des vols, ils violent, des meurtres, c'est des criminels. Il y a des catastrophes partout, il y a des guerres. Alors, on nous apprend d'une part que les autres sont dangereux, menaçants. On nous apprend à avoir peur de l'avenir. Dans cette dite crise, c'est vraiment le message. Craignez l'avenir. On est même des porteurs de mauvaises nouvelles. C'est vrai qu'on fait ça. Vous craignez peut-être pas le virus, mais que craignez-vous? Hein? Vous êtes libérés de ça. Vous avez arrêté de suivre toutes ces nouvelles-là. Mais c'est vraiment ça. Et l'autre, c'est, si vous ne craignez pas l'avenir, vous craignez peut-être d'en manquer le jour où il va y avoir une crise économique qu'on vous annonce. Non? Il y en a, tant mieux si vous êtes libérés de ça, mais ça se peut qu'on ait pris ça. Ah oui, ça se peut qu'à un moment donné, survivalisme, il faut tout avoir chez nous parce que ça se peut qu'on en manque. Alors, faire confiance, c'est complètement l'antipode. Et je me disais que si on était à faire un concours, une compétition, entre être prudent et prendre le risque de faire confiance, pour vrai, je pense qu'être prudent gagnerait. C'est tellement, si à la limite, c'est vertueux d'être prudent. Mais là, on est rendu à une époque où c'est plus être prudent, c'est être hyper précautionneux. C'est arrêter de vivre au cas où vous mourriez. C'est un peu le message qu'on passe aux enfants. Je vois avec les jeunes parents. C'est non, prends pas ça, c'est ta terre, ça doit être sale. Mets pas ça dans ta bouche. On va te mettre la bonne crème solaire
solaire parce que le soleil est dangereux. Cours pas, tu risques de tomber. Faut pas que tu chicanes avec ton voisin parce que ça risque de dégénérer. Nous autres, la ceinture, le casque en vélo, c'est la folie, là. Alors, mais c'est très difficile d'aborder ce terme-là parce que c'est plus vertueux d'être prudent. Prendre un risque, c'est dangereux, ça le dit, là. Alors, je crois que si on a à faire quelque chose pour sortir de ce conditionnement-là, c'est nous aussi essayer d'apprivoiser la confiance en nous, d'abord, dans l'autre, et pourquoi pas dans l'avenir? Pourquoi pas dans l'avenir? Pourquoi on se laisserait influencer par toutes ces mauvaises nouvelles-là, puis qu'on n'oserait pas un peu se jeter dans le vide et dire « je crois en l'avenir ». C'est confiance donnée, c'est dans le même ordre. On nous a appris donc qu'il fallait tout avoir, l'individualisme. Ils ont réussi à nous diviser en nous disant il faut que chacun soit autonome. Il était une époque qu'il fallait apprendre les femmes à être autonomes, indépendantes. C'est OK jusqu'à un certain point. Parce que si vous pensez qu'on va s'en sortir parce qu'on a tout à la maison, je veux dire, on n'a rien compris, là. À mon avis, oui, bien, je suis la première, faites-vous en pas, moi j'ai tout à la maison. Là. Et puis, aller demander de l'aide à mon voisin, je suis pas bien avec ça. Mais je crois que c'est un défi. Si ça vous tente de vous donner des défis, ça peut être aussi simple de dire, je vais aller cogner à la porte de mon voisin, je vais faire semblant que j'ai pas de lait, je vais y demander. Juste pour m'essayer. Parce que c'est comme ça qu'ils ont réussi. Puis encore une fois, c'est pas l'objectif, c'est l'effet qu'ils ont eu sur nous. Et ils sont contents quand on se montre indépendant. Ils sont contents, puis je veux dire, c'est assez bon. Vous le savez, dans le fond, avec le confinement, la distanciation sociale, c'est vraiment accentuer cet individualisme-là. Alors, c'est à nous, donner, c'est un peu ça, c'est dire, est-ce que je peux prendre le risque de donner? Puis pas craindre d'en manquer. Il y a tellement de familles, c'est pas mes parents qui disaient ça, mais vos parents ont peut-être dit, il n'y en a plus, il y en aura encore. Donner de quoi? Donner, oui, du matériel, mais donner de soi aussi. Quand j'enseignais à l'université, je disais que mieux que les antidépresseurs, mieux que les médicaments contre l'anxiété, faire du bénévolat vont vous sortir de vos crises. Faire du bénévolat. C'est aussi simple que ça. Le bénévolat, c'est très valorisant d'abord. On se sent utile, on donne son temps, on aime le sourire de l'autre. On peut se comparer à ceux qui sont pires que nous. Il y a toutes sortes de bénéfices au bénévolat donné de soi. Et d'une façon plus, je dirais, spirituelle, on pourrait penser que si on est tous différents, parce que si on faisait le tour, vous avez tous des corps différents, mais vous avez tous des personnalités, des compétences différentes. Si on faisait le tour, il y aurait un monde ici, possible à recréer. Mais peut-être que cette différence-là, elle a une raison d'être. Peut-être que la création fait que la seule chose qu'on aurait à faire, c'est est-ce que je peux apprendre à me connaître, à connaître ce que j'aime faire, mes compétences, puis les donner. Recevoir de l'abondance qui nous entoure, au Québec, entre autres, puis donner un peu de moi-même. Puis je suis sûre, je dis ça, puis je suis sûre que c'est ça que vous faites. Alors, on est tous à une période de notre vie aussi où on peut donner, puis on aime donner. Et respecter, c'est tout simplement parce que je suis consciente qu'on vit un dilemme. Quand on a une considération pour les êtres vivants, on se dit, est-ce que j'ai le droit de manger un être vivant? Est-ce que c'est OK pour moi de manger un animal? Et même les végétaux, on apprend qu'ils ont des sentiments. Et je me suis dit, on s'en sortira pas, là. Si on veut vivre, on doit manger un être vivant. Mais peut-être qu'on peut le faire autrement qu'avant. C'est-à-dire autrement que de faire subir la torture aux animaux avant qu'ils soient dans notre assiette. Et je trouve ça tellement insensé, toute cette alimentation des animaux de production. C'est un produit alimentaire. Alors je disais, les êtres vivants qui nous entourent, c'est pas un décor. On peut-tu se mettre ça dans la tête? Puis je vis, moi, une différence quand je marche dans le bois, puis je regarde un arbre, puis je vois un sentiment, c'est un ami. C'est pas la même chose que si je le regarde et je considère que c'est juste un végétal. Ça fait que c'est ça le respect, c'est manger un peu comme les Amérindiens. C'est bien représentatif aujourd'hui, manger avec ce respect de l'être vivant qui est dans mon assiette.
Voilà. Alors ça, c'était ma première partie et je la conclus avec un mot sur la perfection. J'ai déjà parlé de ces adorations qu'on a développées. On a des cultes, on cultive la perfection. C'est un conditionnement. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. À partir d'une question que je vous pose, est-ce qu'une carotte, c'est parfait? C'est parfait. Carotte, je pense que je l'ai déjà posée ici. Une carotte est-elle parfaite à votre avis? Oui? Non? Vous hésitez? C'est la perfection dans l'imperfection. C'est vraiment intéressant parce que elle fait sa job. En fait, si la carotte, vous savez, si une carotte poussait dans un entonnoir, elle se vendrait mieux à l'épicerie. Hein, on la voit, c'est un peu imparfaite. Hein, on se dit, elle est double, elle est originale. Des fois, on la prend parce qu'elle est originale, mais quand même, les carottes sont parfaites, en fait, parce qu'il y a une énergie de vie, une connexion avec l'environnement, les minéraux, le soleil, tout ça est parfait. Mais on a gobé dans notre conditionnement une équation qui est perfection égale uniformité. Et le lien qu'on peut faire, c'est si c'est pour une carotte qu'on fait ça, c'est peut-être pour nous aussi. Peut-être qu'on se pose des questions sur notre être à nous, sommes-nous parfaits? Et en fait, ça, je pourrais en parler longtemps, mais en psychologie, en 1950 à peu près, est arrivée l'approche comportementale, qui, soit dit en passant, selon un rapport du gouvernement fédéral canadien, est l'approche utilisée au Canada durant cette dite pandémie et maintenant encore. L'approche comportementale est arrivée en vous disant, il y a un standard social, humain à atteindre, et on va vous aider par des objectifs, des traitements manualisés à devenir ce standard-là. C'est un peu comme si on vous disait, vous êtes une tulipe, mais vous devez devenir une rose. Et comme tulipe, vous n'êtes pas parfait. Alors, c'est ça la perfection. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a de l'espoir dans l'air. J'écoutais un musicien commenter notre chère Céline Dion. Dans sa performance, je sais, on est tous un peu traumatisés peut-être de ce que devenait Céline Dion. Mais quand même, elle a chanté aux Jeux Olympiques, vous vous souvenez? En fait, elle n'a pas chanté aux Jeux Olympiques, vous le savez. Oui. Elle a chanté, par contre, dans un studio, nous dit ce musicien, elle a chanté, et mieux que ça, dans un studio, et après elle a fait du lip-sync, et il y a une technique, il y a de la technologie maintenant qui fait en sorte qu'on peut monter une voix qui frôle la perfection. On a fait en sorte que sa chanson soit parfaite. Et la très belle chose qu'il a dit, c'est par contre, la perfection ne nous émeut pas. On n'est pas ému devant la perfection. Pourquoi je trouve qu'il y a de l'espoir, la joke que je fais tout le temps, c'est moi, si je chantais ma chanson, je serais émouvant. Alors, pourquoi il y a de l'espoir dans l'art? C'est que, comme vous le savez, on se dirige vers cette uniformité avec le transhumanisme. On se dirige peu à peu en vous rendant, on va devenir, si on n'est pas déjà, des robots pensants. Mais à mon avis, on va aller tellement loin dans cette direction-là, et comme l'émotion fait partie de la vie, ces émotions-là sont nécessaires, sont tripantes. Je suis certaine, comme dans la nature, qu'il y aura un retour vers l'authenticité. Même nos jeunes, on a un souci pour nos petits-enfants, nos jeunes vont demander de l'authenticité. Ils vont vouloir sortir des machines, ils vont vouloir se tester. Hey, je peux-tu avoir une vraie relation avec un être humain? Ça va être trippant, je vais essayer ça. Ils vont rechercher cette émotion-là. Ça fait partie de la vie, l'émotion. Alors, voyez où on s'en va. Et heureusement, peut-être heureusement, c'est un mal pour un bien, on va revenir vers ça. On met le fond qui reste 5 minutes. Mais c'est parfait. La vie est parfaite. Hein? C'est correct, c'est correct. Je vais terminer avec une petite histoire. Dans le fond, si vous avez la chance d'aller voir d'autres conférences, vous pourrez avoir l'autre pouce que je présenterai pas aujourd'hui. Mais je vais faire du pouce sur l'histoire de la perfection, puis je vous raconte une histoire qui est, elle, présente dans l'autre livre, Soyez heureux sans vous casser la tête. C'est l'histoire que vous connaissez peut-être. C'est un paysan qui avait qu'un seul cheval et un fils unique. Il y en a qui la connaissent. Alors, le paysan avait un cheval qui était magnifique, tout blanc. Il était pauvre. Alors, ses voisins venaient le voir et lui disaient
tu devrais le vendre, tu te fais de l'argent. Mais lui, il ne voulait pas. Il disait, c'est un cheval? Oui, mais c'est pas juste un cheval. Pour moi, c'est un ami, j'y tiens. Alors, il voulait garder son cheval. Mais un jour, le cheval s'est enfui, il a disparu. Et ses voisins sont venus le voir en disant, on te l'avait bien dit, il y a quelqu'un qui te l'aurait volé un jour. Voilà ce qui est arrivé. Et lui a répondu, d'accord, écoutez les faits, observez les faits. Le cheval n'est pas dans les tables en ce moment. C'est ce que j'observe. Ce que vous dites sur ce qui est arrivé à mon cheval qui s'est fait voler, c'est une interprétation. C'est le sens que vous donnez à cette histoire-là. On ne peut pas savoir si ce qui se passe en ce moment, c'est un malheur ou c'est un bonheur. Et effectivement, c'est une métaphore. Hein? Donc, quelques semaines, on va dire plus tard, le cheval est venu avec 12 chevaux sauvages. On revient à la ferme avec des chevaux sauvages. Alors, les voisins viennent voir le paysan en lui disant « T'avais bien raison. C'est un bonheur. Wow, quelle bénédiction ce qui t'arrive. » Il dit « Attendez, là. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bénédiction? C'est vrai qu'il y a 12 chevaux dans les tables en ce moment. Mais est-ce que vous pouvez prétendre connaître un livre si vous lisez seulement une phrase du livre? » Alors, il dit, on ne peut pas savoir si ce qui se passe en ce moment, c'est bien ou c'est pas bien. Et effectivement, l'un des chevals, qui était sauvage, et son fils qui essayait de le dompter, ben, il s'est rué sur le jeune, et il a fait en sorte que le jeune est devenu handicapé. Il ne pouvait plus utiliser ses jambes. Les voisins sont venus voir le paysan en lui disant, « T'avais bien raison. » C'est vraiment un malheur ce qui se passe. Et il répond encore une fois, il dit, écoutez, l'histoire se présente toujours par des petits segments. Dans ce segment-ci, vous me dites que c'est un malheur parce que mon fils est handicapé. Mais qui sait ce qui va se passer dans la vie? Et effectivement, la guerre éclate et tous les jeunes gens sont enrôlés et doivent partir. Sauf ce jeune fils qui reste à la maison et les paysans viennent le voir en disant « T'avais bien raison. » Habitant et capitaine, on continue comme ça. Et pourquoi je fais le lien avec ce qui se passe maintenant? Peut-on dire que ce qui se passe est un malheur ou un bonheur? Cette dite crise, est-ce que c'est une bénédiction? Ce qui est vraiment souffrant? Est-ce qu'on n'a que ça qui arrive dans nos vies en ce moment, ces mauvaises nouvelles, ces guerres, tout ça? Est-ce qu'il n'y a que ça qui arrive? Est-ce que vous pouvez prétendre qu'il y aura nécessairement un grand malheur qui s'en vient? Alors, je prétends que ce qui se passe ici aujourd'hui, pour moi, c'est un grand bonheur. C'est une bénédiction. Parce que, oui, on peut toujours choisir. Écoutez, comme je vous disais, il y a une tonne d'informations dans votre vie en ce moment. Il y a des informations qui ne vous plaisent pas. C'est des grands malheurs. C'est des choses qui vous tourmentent, qui vous rendent malheureux. C'est vraiment, ça vous démoralise, ça vous met en colère même des fois. Puis il y a d'autres, ça dépend où est-ce qu'on regarde, mais dans une autre direction, il y a des choses extraordinaires. Puis ils n'ont vraiment pas l'avantage de vous en parler dans les médias, c'est sûr. Mais quand on prend le temps de questionner une vraie personne, puis on lui demande comment ça va, puis elle commence à nous raconter tout ce qui va bien dans sa vie, comme ce que je fais, je vous jure, je n'ai que des belles histoires quand je raconte ça. J'ai plein de belles histoires réelles qui ont lieu là, en ce moment, puis je sais que vous en vivez aussi entre vous. Alors, ça dépend vers où on regarde, dans quelle direction on regarde, et la conscience que ce n'est qu'un fragment. On ne peut pas prétendre connaître l'histoire. Notre histoire, on ne peut pas prétendre connaître l'histoire de nos petits-enfants aussi. C'est à eux que ça appartient. Je suis sûre que comme eux, il y aura des beaux moments et des moins beaux moments. C'est à eux de choisir ça. Alors voilà comment je vais terminer ma présentation. En vous remerciant d'être ici. Je vais commencer par passer le message du personnel.
lorsqu'on j'aurai fini les remerciements, le personnel demande de bien vouloir rester assis le temps qu'il arrive avec les factures pour faciliter le processus. Fait que je vous remercie. Alors, pour remercier Lucie, en votre nom, j'ai voulu lui offrir un présent. Alors, je vous remercie pour vos contributions volontaires parce qu'en fait, ça l'a permis d'offrir ça. Et je ne voulais pas offrir un cadeau pour offrir un cadeau. C'est bien mal me connaître, puis c'est mal connaître Lucie. Fait que je voulais que ça fasse sens. Alors, je voudrais vous dire les 5 éléments que j'ai tenus compte pour le cadeau qu'on va y offrir. Première des choses, bien, on est au Saguenay, on est à Wendake, et je trouvais ça important qu'il y ait quelque chose qui soit en lien avec la communauté Huron-Wendat. Alors, il y a un élément du cadeau qui a été acheté dans une entreprise ici, sur la rue, je pense, chef Thomas Martin. Ça se peut-tu, Thomas Martin? C'est à côté de chez vous? Alors, il y a une partie que ça vient d'ici, en reconnaissance avec le milieu qui nous reçoit. Ensuite, si vous regardez les vidéos de Lucie, elle est faite toujours où? Elle est faite toujours en nature. Hein? Elle nous montre son beau décor en Suède. Alors, je voulais que ça soit un cadeau qui soit le plus près possible de la nature, en reconnaissance de cette valeur-là que tu as Lucie. Ensuite, je me disais, ça serait bien qu'il y ait une lumière. Pas une grosse lumière, parce que Lucie est tout petite. Ça prend une petite lumière. Et on sait qu'on voit que juste une petite lumière, c'est incroyable. Alors, mettez une petite lumière dans une grande pièce qui est sombre, ça s'illumine. Hein? Mais c'est ce que fait Lucie. C'est une petite lumière, c'est incroyable, depuis 4 ans, tout ce qu'elle illumine. Alors, dans le cadeau, il y a une petite lumière. L'autre élément, je me disais, le quatrième critère que je voulais qu'il soit intégré, c'est que Lucie, elle nous ramène à quoi avec ses acétates, avec ses termes? Elle nous ramène toujours à l'essentiel. Alors, retenez bien le mot essentiel. Et qu'est-ce qu'elle fait, Lucie? C'est quoi son rôle? Ce n'est pas une lanceuse d'alerte, Lucie. Lucie, c'est une diffuseuse. C'est un diffuseur. Commencez-vous à voir ce que je vais faire. Alors, j'ai pensé que ce serait pertinent de s'offrir un diffuseur d'huile essentielle. Il fallait que je tienne compte que dans les bagages, actuellement, c'est important de donner des fleurs à une conférencière, mais une conférencière qui prend l'avion, c'est pas idéal. Non, j'ai même pas de bagage en Chine aussi, là. C'est fait avec du bois. Oui. C'est super. Ça éclaire. Ça me semble que c'est simple. Oui, c'est simple. C'est simple, là, c'est moi ça. Message.